À des dizaines de milliers de pieds au-dessus de l'océan Pacifique, une paire de silhouettes noires et déchiquetées fend l'air froid de la nuit, à peine discernable dans le ciel de minuit. Ce sont des F-117 Nighthawk, les avions d'attaque les plus récents et les plus avancés de l'armée américaine, et ils effectuent leur toute première mission de combat. Les Nighthawk restent indétectés, alors qu'ils foncent vers la base aérienne militaire de Rio Hato, au centre du Panama. C'est la base principale des 6e et 7e compagnies de fusiliers des forces de défense panaméennes, PDF. Elle regroupe certaines des troupes les plus loyales et entraînées du pays. Nous sommes le 20 décembre 1989, et voici l'acte d'ouverture de l'opération Just Cause, une mission préparée depuis plus d'1 an. Et les pilotes de F-117 se sont vus confier une mission aussi spécifique et précise que leurs propres appareils. On ne leur a pas demandé de tuer les soldats du PDF, juste de leur faire très peur. Et ils ont les outils parfaits pour la mission, puisque chaque appareil est équipé d'une bombe pénétrante BLU-109 de 900 kg d'une précision remarquable. Installés dans leur cockpit high-tech, les pilotes surveillent les écrans infrarouges où leurs cibles apparaissent. Non pas les casernes où stationnent les troupes du PDF, mais 2 champs ouverts juste à l'extérieur. Le plan est simple, larguer les bombes dans les champs, assez près pour éviter des pertes majeures. Mais cela va générer une explosion suffisamment puissante pour étourdir et assourdir les soldats, les laissant complètement désorientés. À partir de là, les troupes américaines n'auront aucun mal à intervenir rapidement et à prendre le contrôle de la situation tout en limitant au maximum les effusions de sang. En approchant de leur cible, les pilotes réalisent qu'il y a un problème. Soudain, des vents violents balayent la zone, obligeant les pilotes à ajuster leur trajectoire en quelques secondes pour tenter de compenser. Le Nighthawk de tête vire à gauche, larguant sa charge à seulement 60 mètres des casernes, qui étaient à l'origine censées être la cible de l'autre appareil. Le deuxième pilote, réalisant que le plan a mal tourné, vire également à gauche, larguant sa bombe encore plus loin, à environ 300 mètres de la cible qui avait été initialement assignée au premier pilote. Les bombes explosent. Un panache de feu et de terre jaillit dans les airs, l'onde de choc se propage vers l'extérieur. Au lieu d'endormir la 6e et la 7e compagnie, cela a l'effet inverse. Les États-Unis viennent de donner aux FAD la plus grande alerte qu'ils recevront jamais. Dans la caserne, les soldats, surpris mais vigilants, saisissent leurs fusils, tandis que les premiers Américains se préparent à charger. L'invasion avait officiellement commencé, et la cible était un homme que Washington avait autrefois à sa solde, le général Manuel Antonio Noriega. Noriega avait passé plus de 2 décennies comme agent de la CIA, jouant à la fois le rôle d'informateur et d'intermédiaire en renseignement. Il surveillait les figures communistes, transmettait des renseignements et facilitait les opérations américaines dans la région. Mais à la fin des années 1980, tout avait changé. L'agent s'était retourné contre ses employeurs. Après être devenu le dirigeant de facto du Panama en 1983 lentement mais sûrement, Noriega a transformé son pays en une narco-kleptocratie, se liant d'amitié avec des cartels de trafiquants de drogue comme le cartel de Medellín en Colombie, acceptant des pots de vin et même une part de leurs profits illicites. Il a ainsi transformé le canal de Panama en une véritable autoroute pour la cocaïne et d'autres stupéfiants. Washington avait autrefois confiance en cet homme, devenu dictateur, annulant les élections et lançant ses bataillons de la dignité contre son peuple pour réprimer violemment leur droit de protester. Et le 15 décembre 1989, il a officiellement déclaré l'état de guerre entre le Panama et les États-Unis. Washington avait besoin que Noriega disparaisse. Cependant, pour réussir, il fallait résoudre un problème stratégique apparemment insoluble, car le Panama n'est pas un champ de bataille ordinaire. C'est une bande de terre étroite et incroyablement importante qui abrite également un grand nombre de citoyens américains, 35 000 pour être précis. Des milliers de militaires américains et leurs familles sont dispersés dans la zone du canal, parfois à quelques mètres seulement des casernes des forces de défense panaméennes. Le général Maxwell Thurman, chef du commandement sud et l'homme chargé de planifier l'opération Just Cause, comprend à quel point cette situation pourrait rapidement dégénérer en peut-être la pire crise d'otages de l'histoire américaine. Si les États-Unis lançaient une montée en puissance militaire lente, Noriega le verrait et pourrait transformer chaque hôtel, école et poste de contrôle du canal en forteresse par un simple ordre. En prenant en otage des milliers, voire des dizaines de milliers, d'hommes, de femmes et d'enfants américains, et en les utilisant comme boucliers humains, pour faire reculer les États-Unis. Thurman ne peut pas laisser faire. Une invasion classique n'est pas une option, elle doit être rapide et surprenante. Un seul coup puissant et décisif,
dans lequel l'Amérique frappe le Panama si fort et si vite que les forces de défense panaméennes sont effectivement neutralisées. Avant même que Noriega ne puisse donner un seul ordre avec son objectif fixé, Thurman commence à élaborer son plan. 16 décembre 1989, c'est la nuit qui suit la déclaration de guerre de Noriega. Aux alentours de 21h, 4 officiers militaires américains se rendent à dîner à l'hôtel Marriott Cesar Park, dans le centre-ville de Panama. Les hommes sont non armés et dans un véhicule privé. À un barrage devant le QG des forces de défense panaméennes dans le quartier El Chirillo dans la ville de Panama. Le véhicule américain reçoit l'ordre de s'arrêter. Une foule en colère l'entoure et les officiers commencent à craindre pour leur vie. Les tensions montent, les esprits s'échauffent. Les officiers américains fuient, les soldats des forces de défense panaméennes tirent. Une balle atteint l'arrière du véhicule et blesse le lieutenant des Marines Robert Paz dans le dos. Le capitaine des Marines conduisant la voiture est aussi blessé au pied. Alors que les Américains fuient, ils emmènent en urgence Paz à l'hôpital militaire Gorgas, où il est déclaré mort. Dans le chaos, un Navy SEAL américain et sa femme, témoins de l'attaque, sont traînés et battus par les troupes des FAP. Le Panama a fait le premier pas, et pour Washington, cela ne peut pas rester impuni. Le président George H.W. Bush donne l'ordre. L'opération Just Cause, l'invasion du Panama, va débuter et sera différente des précédentes invasions connues dans le monde. Les forces américaines n'effectueront pas d'assaut de première ligne ni de déploiement progressif. Toute son opération a été conçue autour du concept de simultanéité, avec des attaques multiples venant de plusieurs côtés, toutes se produisant exactement au même moment. À 01h00 le 20 décembre heure H, 27 cibles sont identifiées. Cela inclut des aérodromes, des bases des FAP, des centres de communication et des bastions. Les États-Unis, conscients de leur supériorité militaire sur le Panama, considèrent que cette mission relève autant de la rapidité que de la force. Les forces devront frapper de nombreux centres névralgiques à travers tout le pays sans aucun délai, empêchant ainsi les FAP de réagir de quelque manière que ce soit. Les États-Unis mobilisent une vaste force conjointe, regroupant armée de terre, marine, marines, armée de l'air et garde côtière. Delta Force et les Navy SEALs ouvriront la voie, appuyés par le 75e régiment de Rangers et la 5e division d'infanterie. C'est une frappe massive et synchronisée. Si une seule zone de largage est manquée, ou si un raid est retardé, les forces de défense panaméennes auront le temps de se coordonner, et le nombre de victimes civiles explosera. Cette mission, sans doute l'opération aéroportée la plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale, ne peut pas échouer. 20 décembre 1989, 00h, 45, 15 minutes avant l'heure H. L'opération principale va commencer, mais avant que Just Cause ne débute, une mission plus petite mais cruciale doit avoir lieu, l'opération Acid Gambit. C'est peut-être la partie la plus délicate de tout le plan d'invasion, et la vie d'un Américain est en jeu. Il s'appelle Kurt Muse. C'est un agent de la CIA qui a dirigé un mouvement clandestin appelé la Voie de la Liberté, visant à renverser Noriega. En usant de propagande et de radios secrètes, Muse espérait semer les graines d'un soulèvement contre le dictateur panaméen, mais ses efforts ont été contrecarrés en 1989, lorsqu'il a été retrouvé et arrêté par les autorités. Il a ensuite passé 9 mois dans la célèbre prison Carcel Modelo. Là, dans une minuscule cellule, se trouve Muse, et selon des rapports des services de renseignement, Noriega lui-même a donné l'ordre d'exécution à effet immédiat contre l'Américain. Dès qu'un signe d'invasion ou d'attaque américaine est détecté, Muse doit être exécuté. Une riposte instantanée et brutale, même pour le moindre signe d'action militaire contre le Panama. Mais les États-Unis ne veulent pas que cela arrive. Ainsi, dans les minutes précédant l'heure H, 4 petits hélicoptères Little Bird prennent leur envol, planant au-dessus des toits de la ville de Panama. Dans les hélicoptères, il y a des membres de la Delta Force, parmi les militaires les mieux formés au monde. Ils ne sont pas déposés dans la rue, mais sur le toit de la prison, en forçant la porte du toit avec des explosifs, avant de descendre les escaliers vers la cellule de Muse. Là, un garde a reçu pour mission d'exécuter Muse en cas de tentative de sauvetage. Un opérateur Delta le neutralise avant qu'il ne puisse saisir son arme. L'équipe intervient, tirant sur la serrure de la porte de la cellule, mais celle-ci ne cède pas. Ils posent un explosif pour ouvrir la porte, remettent à Moussa un gilet, un casque et des lunettes, puis l'escortent jusqu'au toit pour embarquer dans un Little Bird. Il ne reste plus qu'à évacuer et retourner à la base, mais c'est alors que le désastre survient. Les soldats du FPD sur place savent désormais ce qui se passe et refusent que les forces américaines disparaissent.
la nuit. Avec leurs prisonniers tirant avec tout, des mitrailleuses lourdes aux lance-roquettes, les forces du FPD déchaînent l'enfer sur les Américains. L'hélicoptère transportant Muse est touché, il vacille, perd de l'altitude et commence soudainement une descente terrifiante vers la rue. En bas, il s'écrase violemment au sol et percute un bâtiment voisin. Beaucoup d'opérateurs Delta à bord sont blessés, encore en vie. Ils extraient Muse de l'épave, se glissent dans des ruelles peu éclairées et se mettent à l'abri, établissant un périmètre et signalant à un hélicoptère proche avec une lampe stroboscopique infrarouge. Les troupes du PDF se rapprochent de leur position. Les munitions commencent à manquer. Il ne reste que quelques minutes avant l'élimination de ce petit groupe d'Américains. Le périmètre menace de s'effondrer lorsqu'un véhicule blindé M113 de la 5e division d'infanterie force les barricades panaméennes et nettoie la ruelle avec des tirs de suppression de calibre 50. Pour sauver Muse et l'équipe Delta, le mécanisme d'exécution automatique n'a pas fonctionné, et Noriega est sur le point de subir toute la puissance de l'armée américaine. Si ce niveau de détail militaire vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen pour nous de continuer ces analyses authentiques. L'invasion totale du Panama est en cours. Dans tout le pays, des équipes d'élite du personnel militaire américain prennent le contrôle de leurs cibles, cherchant à désactiver les FAP et paralyser les réseaux de communication. Mais il y a un objectif, sans doute encore plus important que les autres. Une cible qui compte plus que tout, Noriega lui-même. Il ne doit pas être autorisé à s'échapper, et une équipe de 48 Navy Seals se dirige vers la côte pour s'en assurer. Leur cible, l'aérodrome de Punta Paiti, un aéroport côtier de la ville de Panama, où se trouve le jet privé de Noriega, un Learjet 35 de 1980. Les États-Unis savent que, malgré sa réputation de dur à cuire, Noriega ne restera pas longtemps une fois que les premiers coups de feu auront été tirés. Si les Seals neutralisent le jet, cela n'arrivera pas. Cela semble être une mission simple, mais elle a été rendue beaucoup plus compliquée par les contraintes de l'opération plus vaste. Les commandants américains veulent préserver l'aérodrome pour un usage futur, sans le bombarder ni le détruire. La marine ne peut donc pas simplement envoyer un AC-130 Spectre, ni effectuer une démolition lourde. Les SEALs reçoivent l'ordre d'utiliser seulement la force minimale pour neutraliser les avions. Ils doivent intervenir, infliger suffisamment de dégâts au jet pour empêcher un décollage en tirant sur ses pneus ou en coupant ses câbles de commande, puis se retirer aussi rapidement et silencieusement que possible. S'approchant du terrain d'aviation par l'eau, les SEALs se glissent furtivement près de la piste. Aéroport bien éclairé, gardes du PDF lourdement armés partout, prêts à tirer à tout moment. Exposés, les SEALs sont visibles sous les lumières de la piste. Les défenseurs panaméens tirent depuis les hangars sombres, piégeant les Américains dans une zone mortelle. De nombreux SEALs sont touchés. L'obligation de recourir à la force minimale n'est plus pertinente. Maintenant, tout est permis, et l'un des SEALs tire une roquette anti-char AT-4 sur le jet de Noriega, s'assurant qu'il n'a aucune chance de quitter le sol. Après avoir atteint leur objectif, les SEALs maintiennent la zone jusqu'à l'arrivée des renforts. Le jet est hors d'état, mais le prix à payer a été élevé. 4 SEALs ont perdu la vie, et 8 autres ont été grièvement blessés. Tandis que des unités d'élite plus petites mènent leurs opérations, la force principale envahit Panama à Rio Hato et à l'aéroport international Torreos Tocumen. Des milliers de parachutistes, issus notamment du 75e régiment de Rangers et de la 82e division aéroportée, effectuent l'un des plus grands sauts de combat depuis les années 40. Ils dérivent derrière les lignes ennemies et atterrissent en pleine zone d'invasion. S'ils restent trop longtemps en l'air, les parachutistes deviendront des cibles faciles pour les forces du PDF au sol. Pour éviter cela, les C-130 transportant les troupes américaines volent à des altitudes incroyablement basses, à seulement 150 mètres du sol. À une telle hauteur, une fois que les parachutistes quittent les avions, ils restent à peine 12 secondes dans les airs avant de toucher le sol. La scène est chaotique. Des avions de transport frôlent les toits panaméens tandis que des dizaines de parachutistes se jettent dans les airs, luttant contre les vents violents d'Amérique centrale. Tous n'atterrissent pas facilement. Certains s'écrasent sur les pistes, dans les arbres ou même dans les marécages environnants à grande vitesse. Certains perdent leur équipement, sacs ou radios en descendant, et d'autres tombent sur les positions de la force de défense panaméenne. Ils doivent se défendre rapidement pour survivre, tandis que les balles ennemies fusent autour d'eux. Malgré les os cassés, le matériel perdu et les groupes dispersés, les parachutistes ont réussi à rester calmes. Ils ont utilisé leurs compétences et expériences pour retourner la situation à leur avantage. Les troupes du FDP utilisent des projecteurs et des éclairs de bouche pour voir brièvement leurs ennemis dans l'obscurité, tandis que les Américains disposent de la technologie la plus récente.
Les parachutistes portent des lunettes de vision nocturne qui leur permettent de voir dans l'obscurité. De petits groupes de rangers se réunissent dans l'obscurité, formant parfois des escouades improvisées pour nettoyer les positions ennemies et atteindre leurs objectifs ensemble. Les forces de défense panaméennes, une force de police en grande partie paramilitaire, manque de formation et de préparation pour faire face à un scénario de combat comme celui-ci et est rapidement submergé. À Rio Hato, les Rangers prennent l'aérodrome en moins d'1 heure, bien que les F-117 Nighthawk n'aient pas réussi à désorienter les défenseurs. Au lever du soleil, les meilleures troupes de Noriega ont soit été éliminées, capturées ou se sont enfuies. Le cauchemar d'une prise d'otage massive redoutée par le général Thurman ne s'est jamais produit. L'assaut américain est si rapide que la plupart des forces ennemies n'ont pas le temps de réagir ni de recevoir leurs ordres. Certains sont tués ou blessés, mais beaucoup déposent simplement les armes et se rendent. La stratégie de simultanéité est un succès, et la FDP n'existe plus, mais l'objectif principal n'a pas encore été atteint. Noriega n'a toujours pas été capturé, même sans son avion. Au milieu du chaos des premiers combats, il s'échappe, survit au bombardement, et disparaît dans les rues de Panama. Les jours suivants, les États-Unis lancent une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Une prime d'1 million de dollars est placée sur la tête de Noriega. Mais les jours passent, sans aucune indication sur l'endroit où il se trouve. Mais ensuite, juste avant Noël 1989, Noriega refait surface. Il demande l'asile à la Nonciature apostolique, l'ambassade du Vatican à Panama. Ce faisant, il instaure une impasse diplomatique. Les États-Unis ne peuvent pas prendre d'assaut une ambassade et déclencher un tollé international, mais ils ne peuvent pas non plus laisser Noriega rester là et préparer son prochain coup. Confronté à un dilemme, l'armée américaine trouve une solution vraiment unique, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. L'équipe des opérations psychologiques, ou PSYOPS, décide d'entourer toute l'ambassade d'un gigantesque mur d'enceinte et de procéder à un bombardement acoustique de la planque de Noriega. Ils diffusent du rock et du heavy metal à plein volume, y compris Panama de Van Halen et You've Got Another Thing Coming de Judas Priest, 24 heures sur 24. C'est une surcharge sensorielle utilisée comme arme, conçue pour provoquer un épuisement psychologique total et une privation de sommeil. Lentement mais sûrement, la tactique du mur de son commence à fonctionner. Tout le monde peut supporter de la musique forte quelques heures, mais quand elle est diffusée sans arrêt, jour après jour, nuit après nuit, à des volumes assourdissants, t'empêchant de dormir ou même de penser clairement, c'est l'une des formes de torture non violente les plus efficaces. Il tient plus d'1 semaine, mais à la fin, Noriega en a assez. Le 3 janvier 1990, il sort de l'ambassade, fatigué et brisé, et se rend aux autorités. Il est rapidement extradé à Miami, où il fait face à des accusations de trafic de drogue et de criminalité organisée. L'opération Just Cause est terminée. En quelques semaines, l'armée américaine a renversé un dictateur et détruit une force paramilitaire. Elle a également prouvé l'efficacité d'une toute nouvelle doctrine, qui ne repose pas sur les tactiques lentes et progressives d'autrefois, mais qui est au contraire guidée par la rapidité et la discrétion. Avançons rapidement de 37 ans, la cible n'était plus un dictateur rebelle caché dans la jungle, c'était le guide suprême de l'Iran. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir comment les États-Unis ont mené la frappe de décapitation la plus complexe du XXIe siècle. Merci d'avoir regardé, à bientôt sur le prochain champ de bataille.